Réflexion culturelle 4. L'éducation diversifiée. 1. De 15 à 16 ans, ou l'âge pivot. Dans le système scolaire français, les jeunes citoyens en devenir sont âgés de 15 ans lorsqu'ils passent du collège au lycée, pour se spécialiser peu à peu sous le double effet de la comparaison entre leurs points forts et faibles d'une part, et de leurs préférences subséquentes pour telle ou telle filière d'études ou d'apprentissage, d'autre part. À maintes égards, les 12 mois précédant le 16e anniversaire sont un palier déterminant de la vie de la quasi-totalité des jeunes, dans la mesure où, pour l'essentiel, tous les dés de l'éducation fondamentale semblent déjà jouer, bon gré, mal gré, dessinant de facto un cadre de potentialité et de faiblesse, d'atouts et de fragilité qui restreignent le plus souvent les choix possibles, tout en révélant par la même occasion les spécialisations et autres projets de vie les plus compatibles avec les résultats obtenus, ces derniers étant compris dans le sens large de la construction d'une personnalité propre à chaque adolescent de cet âge. En effet, à ce stade précis de la vie, on est supposé avoir intégré durablement l'éducation commune à laquelle tout citoyen a droit, sachant que plus le système éducatif en usage sera performant en termes d'accès égal au savoir et savoir-faire universel, plus les élèves de 15 à 16 ans disposeront d'un éventail de potentialités ouverts sur de multiples avenirs possibles, sans que leur choix ne soit dicté d'office et par défaut pour cause de trop mauvais résultats dont ils ne seraient pas exclusivement responsables, concernant telle ou telle matière scolaire. À cet âge de la vie, l'individu se trouve déjà largement formé en tant que personne unique, indépendamment des caractéristiques innées, par la façon dont il a pu tirer parti de l'éducation commune que toute vie en société suppose, et plus encore par la nature spécifique de chaque contexte familial et relationnel. C'est à ce stade de la vie que s'affirme le plus nettement le tempérament ou le caractère de chacune et chacun, souvent via la trop fameuse crise d'adolescence par laquelle l'adulte en herbe exprime un besoin de libération affective en s'opposant presque par principe à ses parents, tandis que sa bulle d'enfance protégée éclate sous l'effet d'une prise de conscience de la réalité, à la manière d'un quasi-accouchement psychologique. Les rêves d'enfants font alors place aux doutes adolescents, sur fond de surinformation plus déprimante que stimulante jusqu'à présent. La sensibilité souvent exacerbée, propre à cet interâge, suscitant des états d'âme dangereusement extrêmes, et à plus forte raison lorsque tant de contextes familiaux sont déséquilibrés par des conditions sociétales injustes. Face à cette conscientisation malgré soi, la réaction comportementale varie du tout au tout d'un adolescent à l'autre, voire d'un moment à l'autre, entre le repli sur soi qu'autorisent les divers formats d'écran et leur fiction-évasion, ou la révolte frontale contre maintes formes d'autorité ou de structure, chaque option extrême pouvant développer les germes d'une addiction destructrice très souvent provoquée, entretenue ou récupérée commercialement et culturellement par quelque intérêt dominant, tant socio-économique que médiatique. Entre ces deux réactions extrapolaires, la plupart des adolescents se plient peu ou prou aux règles du jeu définies par les minorités qui gouvernent les sociétés pseudo-démocratiques ou a fortiori totalitaires, s'habituant ainsi à faire subir pour ne pas subir, à gagner ou à perdre, à dominer ou être dominé, sous la tutelle prégnante du cadre concurrentiel propre à toute société monosystémique. C'est ainsi que, le plus souvent contraints par l'échec culturel majoritaire de l'éducation commune, tel que décrit au chapitre précédent, les élèves les moins chanceux paient le prix fort de la mise en panne structurelle de l'ascenseur social, dont les câbles se trouvent coupés par le séparatisme premier d'élite toujours plus verrouillé sur l'entre-soi, les prédestinations sociales s'imposant via une méritocratie biaisée qui exclut un nombre croissant de citoyens parfaitement aptes à s'épanouir et à promouvoir une meilleure société humaine, pour peu qu'un contexte sociétal délodiste et bi-économique puisse enfin garantir l'équité universelle et minimale à laquelle chacun a légitimement droit. Il est donc essentiel de comprendre que l'injustice et la violence structurelle des sociétés prétempérantes, par leurs effets directs sur le système éducatif et les conditions de vie familiale, dramatisent tous les enjeux psychologiques qui s'entrecroisent sur le palier si crucial de la 16e année de chaque adolescent, ce qui participe grandement des déséquilibres anormalement prolongés que l'on peut observer au sein des sociétés les plus riches, à tel point que,
pour imposer plus facilement la domination de l'argent via la consommation et l'infantilisation, tout est fait pour pérenniser l'adolescence la plus inconsciente, jusque dans l'âge adulte le plus avancé, en tant que moyen imparable d'interdire le développement d'un esprit citoyen critique et lucide. En réalité, et en dépit de la définition anglo-saxonne basée sur l'expression trompeuse de teenager, l'adolescence se termine à 16 ans pour la quasi-totalité des jeunes, en synchronisation naturelle avec la fin du processus de puberté. D'un point de vue physique, et même si la croissance peut encore se poursuivre jusque vers l'âge de 18 ans, un adolescent de 16 ans est déjà un adulte à mains égards, ce qui ne l'empêche aucunement de profiter du nid familial, jusqu'à ce que toutes les conditions favorables à son envol soient enfin réunies. Du point de vue psychologique, l'essentiel de la personnalité et des comportements qui rendent chaque être humain unique se trouve installé pour la vie, sur la base plus ou moins stable et fiable de la double éducation familiale et scolaire qui a précédé. Enfin, du point de vue culturel élargi qui occupe ce livre 3, la conscience responsable de chacun s'établit de facto entre la 15e et la 16e année, par l'autonomisation inévitable que traduisent les premières initiatives ou décisions personnelles véritables, c'est-à-dire non dictées par l'obéissance ou la dépendance vis-à-vis des adultes. S'il est vrai que nombre d'adolescents se rebiffent bien avant leur 15e année contre les multiples autorités dont ils dépendent, ces révoltes juvéniles procèdent la plupart du temps d'un déséquilibre d'ordre caractériel, d'une défaillance éducative, en grande partie due au niveau et mode de vie du noyau familial, voire d'une réaction de rejet précisément induite par les circonstances si déstabilisantes de toute crise sociétale aiguë. La porte s'ouvrant sur l'âge adulte, ou à tout le moins préadulte, semble mettre une année à s'ouvrir en tournant sur ses gonds, entre les 15e et 16e anniversaires, non sans faire entendre quelques grincements, à travers l'exacerbation d'attitudes et de comportements contradictoires, d'états d'âme oscillant de l'excitation à la mélancolie, toute chose aussi attendrissante à observer que dure à supporter pour l'entourage, le cas échéant. En prenant son autonomie, de façon active et non plus réactive, le jeune être humain quitte enfin sa chrysalide d'adolescent et devient supposément maître de ses premiers choix, ce qui se traduit le plus souvent par un relatif éloignement affectif vis-à-vis des parents, via un cercle d'amitié et de fréquentation propre à devenir une nouvelle famille, et dont l'influence positive ou négative dépend directement de la solidité, jusqu'à présent trop relative, de l'éducation familiale et scolaire déjà constitutive de l'intéressé, et cela, en grande partie pour cause de contexte sociétal encore prétempérant, c'est-à-dire structurellement violent et injuste. Or, les contradictions inhérentes au monosystème faussement démocratique, jusqu'à présent hérité de l'histoire, par l'incohérence qu'elles révèlent entre les principes et la réalité, et plus encore en raison des injustices sociales, économiques et culturelles flagrantes qu'elles engendrent et aggravent avec le temps, sont la principale explication des souffrances et des excès observables au long de l'adolescence dans la grande majorité des cas, induisant par là toutes sortes de conflits et de frustrations comme autant de causes du stress et du mal-être de tant de jeunes citoyens, au grand désespoir de leurs parents. L'échec scolaire majoritaire, tel que dénoncé au chapitre précédent, y est sûrement pour beaucoup, mais ne doit pas cacher la destruction parallèle des structures familiales, via la dégradation majoritaire des modes de vie autant que des niveaux de vie de la première cellule sociétale, sur fond d'absence cruelle de temps partagé et librement maîtrisé. Pour les raisons décrites dans les 2 premiers chapitres de ce volume 3, l'éducation familiale, l'instruction scolaire et son éducation sociétale élargie sont gravement inopérantes et déséquilibrantes au moment si particulier de la croissance adolescente, détruisant l'estime de soi comme la nécessaire confiance en l'autre que suppose toute relation éducative équilibrée, ce qui finit par désagréger la famille et l'autorité parentale indispensable, tout comme le cadre scolaire et sa règle du jeu, induisant les risques de délinquance graduelle qui mènent nombre de jeunes ados jusqu'aux pires situations de mise en danger d'eux-mêmes et d'autrui. Or, faut-il le rappeler ici, la quasi-totalité des conflits et autres malentendus en cause ne sont que les conséquences d'un cadre monosystémique construit sur la violence et l'injustice,
lui-même pérennisé par la transmission intergénérationnelle des blessures de la précarisation qui en découlent, y compris via l'héritage de faiblesses physiques et caractérielles, génétiquement capitalisées à long terme. Aveuglés par la pesanteur d'une réalité historique incomprise, les monosociétés gèrent ainsi les conséquences comportementales de leur propre inhumanité, à coups d'assistance psychologique, de soutien scolaire quasi généralisé, de dumping diplômant, de vaine répression policière et autres rééducations pénitentiaires toujours plus ruineuses, alors que seul un progrès délodiste et bi-économique permettra de tarir pour de bon la source de tous les déséquilibres d'origine proprement sociétale, jusqu'au point de faire advenir la tempérance en tant que caractère et prédisposition de base de chaque être humain dès sa naissance. En effet, pour mieux saisir l'ampleur sans précédent des progrès à venir, il faut anticiper la vision de la néo-société ici proposée, dont l'apaisement et la libération du temps seront les garants des succès éducatifs familiaux et scolaires pour 90 à 95% des citoyens, économisant moyens et énergie pour assister d'autant plus efficacement les 5 à 10% de cas particuliers restants. Pour les adolescents de 15 à 16 ans, qui auront grandi comme leurs propres parents dans un environnement devenu délodiste et bi-économique, tous les conflits éducatifs ou relationnels éventuels se trouveront limités à leur plus rare éventualité, tant concernant leur objet que leur gravité ou leur durée, au point de se concentrer, si nécessaire et pour l'essentiel, sur la seule 16e année de l'adolescence. En effet, toute situation grave ou chronique de crise ou de conflit, antérieure ou postérieure à cet âge critique, en termes de comportement proprement adolescent, révèle un déséquilibre familial ou scolaire, et souvent l'un et l'autre, plus ou moins subi en tant que conséquence de l'environnement socio-économique, par l'intermédiaire du niveau de vie et du mode de vie, de par les influences culturelles si négatives qui en découlent, ainsi qu'au travers des effets génético-caractériels des injustices induites au fil des générations. Tels sont les impacts socio-culturels les plus négatifs de la violence sociétale ambiante sur un nombre hélas encore croissant de parcours éducatifs, jusqu'à l'âge pivot de 15 ans et souvent bien au-delà, sous forme d'anticipation, d'aggravation et de prolongement indéfini d'une crise d'adolescence bloquant l'accès à une saine maturité de citoyens adultes en termes de responsabilité et d'autonomie. Les conditions de vie délodistes et bi-économiques, en résolvant l'essentiel du hiatus hypocrite qui sépare l'idéal éducatif théorique de la réalité socio-économique, en libérant le temps de chaque citoyen et en décrispant tous les rapports humains de leurs enjeux les plus vitaux, sont la clé d'une éducation pleinement digne de ce nom, c'est-à-dire à la fois stimulante et responsabilisante, dont les bienfaits seront visibles sur les futurs adolescents. À l'âge de 15 ans, tous les savoirs et savoir-faire les plus indispensables à la vie en société, propices à l'autonomie de conscience personnelle que suppose chaque maturité plus encore qu'aux simples besoins utilitaires d'un futur métier, seront appropriés par au moins 90% des jeunes, leur donnant l'occasion de commencer à s'affirmer en réalité sans conflit particulier, et gommant d'autant plus facilement les excès comportementaux, inutilement précoces ou prolongés, qui font le malheur d'une grande partie de la jeunesse d'aujourd'hui. Sur le plan affectif, le niveau de vie et le mode de vie optimisé de parents devenus plus responsables encourageront l'épanouissement pacifique des adolescents de demain grâce à des relations familiales stimulantes, tandis que ces derniers, instruits par l'éducation commune, pourront maximiser leur potentialité d'apprentissage vis-à-vis du plus grand nombre de matières possibles, découvrant par leur propre mérite, sans interférence sociétale injuste, les points forts suggérant leur avenir possible selon leur choix, en contraste avec des points faibles, permettant à chacun de se connaître aussi à travers ses propres limites, à l'instar de balises signalant les récifs et autres parcours impraticables qu'il faut dès lors éviter. L'absence d'autorité parentale sur des enfants ou adolescents de moins de 15 ans, ainsi que la symétrique délinquance ou sortie de route de trop nombreux jeunes avant cet âge pivot, sont principalement la double conséquence des injustices socio-économiques qui laissent les cadres scolaires et familiaux s'effondrer sur eux-mêmes, alors qu'il est tout à fait naturel qu'à partir de 15 ou 16 ans, chaque ado ait envie de se prendre en main, de s'autonomiser en tant que jeune adulte. De ce fait,
La 15e année doit concrétiser légalement une forme de responsabilité partagée entre les parents et les jeunes de cet âge, en particulier sur le plan pénal, tandis qu'à partir de 16 ans, tout citoyen doit être considéré comme un adulte à part entière, déjà impliqué socio-économiquement via l'ensemble des droits et devoirs constitutifs de la garantie citoyenne, pour se frotter aux réalités de la vie quotidienne, en parallèle avec la poursuite d'études ou de formations progressivement de plus en plus spécialisées, le cas échéant. À 15 ans, a fortiori dans un contexte maximisant la prise de responsabilité depuis l'école primaire et le collège, non sans garantir de bien meilleurs résultats scolaires, la plupart des jeunes sont tout à fait capables de déterminer ce qu'ils ont intérêt à choisir pour les années qui suivent, voire pour leur carrière entière. Et dès l'âge de 16 ans, il est naturel que les parents n'aient plus de réelle influence sur leur enfant devenu assez grand, ce qui plaide en faveur d'une responsabilisation totale chez ce dernier en tant que nouveau citoyen, si possible via une sorte d'officialisation cérémonielle et républicaine. Lorsque, au-delà de la 16e année, des comportements trop adolescents, immatures ou déséquilibrés perdurent, c'est en réalité le résultat de déséquilibres plus encore sociétaux que familiaux proprement dits, ou de retards culturels entretenus par l'absence de progrès éducatif majoritaire qui caractérise une société foncièrement injuste. De plus, l'inconfort psychologique et relationnel attaché à cette période de l'existence se prolonge indûment par une forme d'infantilisation inconsciente, dans la mesure où, après 16 ans, le stress causé par les études et autres formations en raison de bases collégiennes trop fragiles, ainsi que la déconnexion de la plupart des programmes vis-à-vis de la réalité, ont tendance à lasser les jeunes d'un mode de vie scolaire subi à temps complet, doublé d'une réelle dramatisation des choix de spécialisation, sans oublier une dépendance financière et matérielle aussi frustrante pour eux qu'onéreuse pour leurs parents. À mains égards, la 16e année doit donc être scolairement et socialement conçue comme le palier de consolidation des choix, donnant accès à une forme ou une autre de spécialisation, idéalement associée à la découverte de multiples réalités professionnelles, manuelles aussi bien qu'intellectuelles, et surtout centrée sur la responsabilisation citoyenne, via la parfaite intériorisation individuelle du contrat citoyen, en tant que préalable à un parcours adulte effectif dès l'année de vie suivante, ce qu'une sorte de conscientisation commune pourra peaufiner dans le cadre d'une ultime année d'éducation ou d'instruction citoyenne, avec, pour conclusion, une forme appropriée d'adoubement républicain. 2. Vers une éducation diversifiée et permanente. Formé sur une solide base primaire et collégienne, conscient de ses potentialités et toujours mieux informé de ses choix possibles grâce à des stages et visites en contexte professionnel aussi divers qu'il se peut, mais en s'appuyant aussi sur tout ce qu'il peut apprendre par son usage des médias et moyens de communication digitale, chaque élève sera à même de choisir une filière générale ou spécialisée, avec le grand avantage de ne jamais jouer sa vie au dé, puisqu'il pourra opter pour telle ou telle orientation sans aucun risque vital. De plus, à partir de ses 16 ans, chaque lycéen aura la fierté de vivre de son travail et de s'émanciper en participant à l'existence quotidienne de tout adulte, au même titre que ses propres parents, en assumant à minima ses droits et devoirs citoyens, moyennant un juste aménagement de son emploi du temps, tout comme du contenu et de la durée de ses études. On peut dès lors aisément imaginer à quel point les conditions socio-économiques de l'accès à l'âge adulte dès l'âge de 16 ans, sur la base égalitaire d'une garantie citoyenne localement concrétisée, pourront épanouir la vie personnelle et familiale de la quasi-totalité de ces jeunes adultes, sans pour autant supprimer la nécessaire progressivité de leur émancipation vis-à-vis de leurs parents et fratries, le cas échéant. D'un point de vue d'abord pratique, cette précieuse avance prise sur la majorité citoyenne semble correspondre en tout point à l'attente plus ou moins consciente des jeunes à partir de 16 ans, car s'il est vrai que le cocon familial comporte des avantages affectifs et concrets, l'éducation de chaque post-adolescent, dans le sens le plus large du mot, suppose une liberté de moyens propres à responsabiliser aussitôt celui ou celle qui la détient. Puisque chaque éducation doit être émancipatrice, il est nécessaire que les conditions pratiques évoluent parallèlement à la personnalisation des études via telle ou telle spécialisation, et que les jeunes
puissent profiter de la même sécurité matérielle minimale pour tracer par ailleurs leur propre chemin professionnalisant. À l'instar des études dites en alternance, la double vie pratique et intellectuelle de ces jeunes adultes en formation ne pourra que stimuler l'expérience de chacun, en lieu et place de la monotonie sclérosante d'études théoriques à plein temps. Car grâce à ce ping-pong quotidien, hebdomadaire, voire périodique, l'esprit s'éveille dans un profitable contraste permettant de savourer chaque moitié de son temps grâce à l'autre dimension, ce qui ne fait qu'augmenter les capacités de concentration et la motivation de la personne concernée. Il va de soi que, dans la mesure du possible, les études et la vie pratique gagneront à être coordonnées quant à la nature de leur contenu et aménagées en termes de rythme et d'horaire, à l'image de ce qui se pratique déjà en alternance pour l'apprentissage. La différence d'avec la situation présente s'avérera toutefois notoire, puisque les stages et autres formations pratiques ne seront plus l'occasion d'une exploitation plus ou moins abusive de la jeunesse, via des rétributions insuffisantes, pour ne pas dire symboliques. Bien au contraire, il s'agira désormais du statut unique et commun à l'ensemble des citoyens adultes actifs, quel que soit l'employeur ou le tuteur, public ou privé, sur la base d'un travail à mi-temps dont seules les conditions techniques légales pourront varier en fonction des contextes et des compétences acquises ou requises, voire de la productivité. Si l'on part du principe qu'il faut être majeur à 16 ans, tel devrait être le cas, à condition bien sûr de réaménager les études lycéennes et supérieures en tenant compte de cette innovation sociétale précisément majeure. Dans le cas contraire, il faudrait à minima considérer le lycée comme une période de citoyennisation progressive, incluant dès lors un dosage évolutif d'introduction aux droits et devoirs de la garantie citoyenne, par exemple en commençant par une seule journée de travail extrascolaire, au lieu de 2 ou 2,5, ce qui pourrait sembler plus pertinent pour certaines filières plus exigeantes en termes de durée d'études ou de volume de programme. En tout état de cause, c'est à l'échelon local que devront se finaliser au mieux les solutions concrètes correspondantes. Mais la participation directe à une forme ou une autre d'activité régulière et citoyenne gagnera à s'imposer dès l'âge de 16 ans, permettant ainsi à chaque jeune de se sentir utile et égalitairement digne de recevoir un premier salaire indépendant de sa famille. En mettant ainsi le pied à l'étrier, les futurs lycéens retrouveront un goût incomparable à leurs études, tout en s'insérant en douceur au sein de la vie active, qu'il s'agisse d'emplois en contexte privé ou public, ou même de fonctions individuelles ou groupées, sachant que cette introduction à la vie dans sa dimension socio-économique s'accomplira le plus souvent grâce au double parrainage du lycée et de la commune, à défaut, ou en plus, de l'appui de la parenté. Au lieu de dériver dangereusement sous l'effet d'une oisiveté résultant d'un manque d'encadrement sociétal et d'intégration, chaque néo-lycéen, de par ses droits et devoirs d'adulte, ou préadulte selon l'option retenue par la majorité citoyenne, se verra automatiquement inclus dans la société républicaine, quelles que soient ses aptitudes personnelles, tout en découvrant par ce biais une variété d'activités en relation directe ou en contraste complémentaire avec ses études, ce qui lui permettra également de rencontrer maintes personnes différentes au sein d'un brassage sociétal qui repoussera toujours plus loin les limites inhérentes à son horizon familial. Tous les contacts ainsi multipliés deviendront autant de mains tendues pour un avenir aussi motivant que possible, à l'instar des stages concluants qui permettent aux apprentis de se faire apprécier au point d'être embauchés sur place dès la fin de leurs études. Après la phase égalitaire minimale de l'éducation commune, la spécialisation lycéenne, puis supérieure, pourra s'opérer sans stress vital ni crainte de l'avenir, grâce à une société locale capable d'accueillir les citoyens de chaque nouvelle génération ou promotion, en garantissant à chacun les mêmes conditions de dignité humaine et socio-économique minimales, en tant qu'expression concrète des droits et devoirs politiques correspondants. L'activité proposée localement à tout lycéen ne pouvant la trouver par lui-même ni grâce à son entourage constituera la meilleure garantie de pérennisation d'une égalité culturelle minimale, dès lors que ce travail, directement nécessaire à la commune ou au département à défaut d'un employeur privé, le cas échéant, permettra à chaque lycéen de poursuivre librement ses études sans souci financier,
sans peser plus que nécessaire sur le budget familial, ni se précariser plus tard en tant qu'étudiant trop pauvre pour achever sa formation. Au lieu de laisser le marché de l'argent dicter sa loi injustement sélective, en avantageant toujours plus les lycéens et étudiants issus de familles aisées au détriment d'un nombre croissant d'exclus, les lycées et communes d'élodistes auront le devoir constitutionnel et les moyens budgétaires d'intégrer tout le monde de façon automatique et minimale au sein de la garantie citoyenne universelle, seule façon de ne plus voir tant de familles obligées de sortir leurs enfants du système éducatif par manque cruel d'argent, condamnant leur progéniture à reproduire leur précarité. Mieux encore, en vertu du même principe de justice, les futurs étudiants, dûment sélectionnés sur la seule base du mérite et du travail, auront la garantie financière de pouvoir étudier sans avoir faim ni être mal logés. Ces conditions matérielles, essentielles pour assurer l'équité et permettre d'étudier sans aucun stress vital, auront pour effet principal d'apaiser définitivement la vie quotidienne des lycéens et étudiants de demain, sans plus jamais obliger leurs parents à s'endetter ou se priver de l'indispensable, ce qui fera disparaître pour toujours les scandaleuses situations d'une jeunesse abandonnée par ses aînés, à l'instar des cas de prostitution étudiante en échange d'un toit, ou des files d'attente que suscitent les distributions alimentaires gratuites de denrées déclassées, invendues ou quasi périmées. Dans ces conditions d'équité minimale universelle, chaque jeune adulte se verra systémiquement obligé de se responsabiliser doublement. D'une part, en participant aux devoirs inclus dans sa garantie citoyenne personnelle, sous forme de travail utile et régulier localement contrôlé en secteur public ou privé. Et d'autre part, en maîtrisant plus librement que jamais la poursuite de ses propres études lycéennes ou supérieures le cas échéant, pour ainsi tracer intégralement son parcours unique. Selon le principe d'égalité minutaire objective, toutes les activités que suppose la garantie citoyenne auront comme il se doit la même valeur socio-économique, justifiant le même revenu universel minimal, moyennant toutefois le respect des critères de productivité en vigueur, tandis que chaque lycéen ou étudiant sera spontanément encouragé à faire évoluer sa situation, tant par ses études qu'en se trouvant une activité choisie, s'il ne souhaite pas se voir imposer tel ou tel travail par la commune ou le département. L'intégration citoyenne socio-économique doit donc faire partie des priorités sociétales constitutionnelles dès la 16e année de vie, en remplacement de l'éducation commune qui a précédé, pour soutenir justement l'éducation diversifiée qui personnalise le destin de chacun via sa spécialisation professionnelle éventuelle. À partir de 16 ans, les jeunes citoyens doivent devenir totalement responsables de leurs actes, c'est-à-dire également dans le sens politique et pénal, à condition que les exigences de cette émancipation deviennent la réciproque du privilège que représente la citoyenneté adulte via l'intégration par le travail et le salaire ou revenu universel correspondant. Car, faute d'instaurer cette obligation sociétale minimale, il reste impossible pour la majorité des jeunes de s'intégrer par eux-mêmes à la société adulte, de façon à la fois progressive et motivante, sans le stress permanent du tout ou rien, ni la loterie si injuste de l'environnement familial. Autrement dit, la garantie citoyenne et minimale de l'emploi et le travail d'utilité commune qui lui correspond ne sont que la continuation la plus logique de l'éducation universelle acquise jusqu'en fin de collège, pour le cas français, et la condition matérielle nécessaire à toute existence adulte complète. Tandis que l'équivalent des 2 jours et demi par semaine, au maximum, que supposera une telle intégration citoyenne, laissera amplement le temps à chacun de continuer ses études, moyennant un minimum d'organisation, voire de connexion entre l'activité et la spécialisation ainsi prolongée. Faute d'un minimum de garantie universelle d'intégration ainsi définie, l'échec majoritaire lié aux méthodes et conditions scolaires se double du décrochage d'un nombre croissant de jeunes lycéens et autres étudiants par manque d'argent ou de soutien matériel, avec les multiples conséquences que l'on peut observer tant sur la qualité des études que sur le niveau des résultats, la proportion croissante d'abandons sans diplôme et l'exploitation de la précarité estudiantine à travers les jobs ou petits boulots de survie sans avenir. L'entrée dans la vie active doit donc se concevoir comme une obligation sociétale vis-à-vis de la jeunesse, par le biais d'un contrat minimal de citoyennisation socio-économique dès le lycée,
seule façon de libérer les jeunes en préadulte ou adulte de plein droit, avec ou sans transition progressive, selon le choix de la majorité. La loi et sa réglementation devront encadrer cette évolution, et ce, quel que soit le secteur d'activité concerné, avec l'obligation pour la commune ou le département de compenser, le cas échéant, toutes les défaillances possibles du secteur privé à cet égard. On a trop facilement tendance à opposer les générations d'une même société, a fortiori en période de crise systémique, et il est vrai que chaque période de la vie revêt ses propres spécificités sociétales. Mais c'est ignorer que les besoins vitaux restent les mêmes en dépit de leurs formes différentes. Or, s'il paraît logique de s'occuper collectivement des citoyens les plus âgés devenus trop dépendants, en ce qui concerne la période aussi critique de la citoyennisation socio-économique, dont la durée individuellement très variable débute dès l'âge du lycée pour se conclure seulement au moment d'une stabilisation professionnelle, elle-même de plus en plus tardive, force est bien de remarquer que rien n'est fait, du point de vue systémique des rouages sociétaux et institutionnels, pour accompagner le processus de l'entrée dans la vie active, pourtant si indispensable à toute maturité complète et définitive. Il en résulte une improvisation historique des plus aléatoires, à travers des décisions plus médiatiques que politiques, des sauvetages in extremis et autres rustines temporaires, dans un cadre administratif aussi inopérant que centralisé, propre à engendrer plus d'effets pervers ou injustices de palier qu'à résoudre durablement le cœur du problème, mariant ainsi pour le pire le gaspillage à l'inefficacité. Sur une base de gestion communale permettant de tout contrôler en parfaite transparence citoyenne, la loi républicaine, en la matière, doit au contraire assurer l'accession socio-économique à la condition adulte, grâce à l'universalisation de la garantie citoyenne dès la période du lycée, en parfaite synchronisation avec la différenciation éducative, puisque c'est à partir de 16 ans, au plus tard, que chacun peut et doit prendre en main son propre avenir en choisissant de son mieux tel ou tel chemin de plus en plus individualisé grâce à l'éducation diversifiée, en vue d'un objectif professionnel. Cela correspond parfaitement aux besoins d'émancipation ressentis par les jeunes de plus de 16 ans, en stimulant leurs préférences déjà marquées pour telle ou telle spécialisation, à l'âge précis où chacun est en passe de s'affirmer sur la base plus ou moins solide de ses 15 premières années. Cela correspond également à la naissance de l'individu proprement dit, du citoyen particulier libéré de gré ou de force de sa dépendance totale d'enfant par la grâce du temps, affirmant une individualité dont le besoin de réalisation personnelle se heurte trop souvent au mur de l'injustice propre à tout monosystème improvisé, via une institution scolaire déficiente et le stress permanent d'un risque de précarisation matérielle. Le malaise chronique des grands ados d'aujourd'hui, quasiment empêchés de devenir des adultes, résulte principalement de cette interminable période grise et floue par laquelle, en quelque sorte, la communauté responsable des citoyens actifs n'offre aucune progressivité d'inclusion sociétale un tant soit peu universelle, laissant dès lors de côté tous les jeunes qui n'ont pas la chance, pour ne pas dire le privilège, d'être favorisés par le double cercle de la famille et des relations socio-économiques adéquates. L'éducation commune doit donc laisser place à l'éducation diversifiée de chaque lycéen, en tant qu'expression des finalités individuelles de la liberté, à condition que, parallèlement, l'égalité minimale fasse assumer par tous les préadultes ou adultes de plus de 16 ans la citoyenneté que supposent les mêmes moyens, non seulement de subsistance minimale, mais aussi de confort vital et déjà suffisant, au sens sociétal du niveau de développement que la société a pu atteindre. Dès lors, la première année de lycée, suivant en toute logique le 15e anniversaire, peut se concevoir comme un palier majeur dans la vie de chacun, à la croisée des chemins d'une spécialisation d'autant plus nécessaire qu'elle permet à l'individu de se différencier de l'onde sociétale commune résultant des apprentissages primaires et collégiens via une prise de conscience aussi complète que possible des conditions de toute citoyenneté, en particulier par l'intégration au cœur de chacun des tenants et aboutissants de la Constitution. La garantie citoyenne offerte dès l'âge de 16 ans doit non seulement être un droit, mais plus encore un devoir s'imposant légalement à toute personne en capacité minimale de travailler, ce qui aura pour effet collatéral de responsabiliser de force d'éventuels récalcitrants
via le pouvoir local de chaque commune, et d'autant plus facilement que cette autorité pourra enfin s'appuyer sur la légitimité majoritaire d'un système devenu universellement juste quant aux besoins socio-économiques et culturels vitaux de chacun. Enfin, l'absence totale de stress vital associé à cette solution d'accompagnement sociétal universel aura le grand mérite de décrisper les comportements de lycéens et étudiants devenus adultes en parallèle à leurs études choisies, tout en les intégrant en douceur au monde actif de la façon la plus motivante qui soit et en leur permettant de s'émanciper pacifiquement de leur milieu familial, toutes choses qui participeront à l'apaisement des relations interindividuelles et des comportements, ce qui aura pour effet louable de réduire d'autant les risques de conflits, de dépression, de délinquance et autres addictions morbides dans des proportions spectaculaires. L'autonomie ainsi acquise sera rendue plus agréable encore par le filtrage des enjeux sous-jacents à chaque choix de spécialisation, puisque les besoins vitaux les plus universels ne feront plus partie des contraintes prioritaires, libérant d'autant les risques liés à telle ou telle préférence professionnelle, tout en obligeant légitimement chacun à participer au bien-être commun de la garantie citoyenne dans une même et unique proportion. La citoyennisation lycéenne n'est pas seulement la seule façon de maintenir l'égalité minimale de conditions matérielles d'études entre tous les jeunes citoyens désireux de se réaliser professionnellement, car elle s'avère plus encore être la meilleure réponse aux problèmes socio-économiques induits par le prolongement tendanciel des dites études sur la vie, qu'il s'agisse là de formation initiale ou de formation continue. De fait, la tendance historique éducative des métiers est à l'allongement de la durée des études, ce qui revient trop souvent à éterniser un statut précaire d'étudiant déconnecté de toute réalité citoyenne adulte, avec pour résultat l'entretien d'une situation de dépendance infantilisante et même d'exploitation des étudiants avancés sous forme de stages sous-payés, de contrats précaires ou de CDD à répétition, y compris lorsqu'il s'agit de doctorants et jeunes chercheurs des plus qualifiés et motivés. Dès lors, l'intérêt majeur d'une pleine participation aux droits et devoirs de la garantie citoyenne sera de permettre à chacun, dès la période du lycée, de devenir adulte par l'intégration socio-économique et l'utilité sociétale qui en forment la condition essentielle, tout en ne cessant de se former, de se cultiver et de faire évoluer ses études au gré des besoins ressentis, quelle que soit la période de vie concernée. Il s'agit là d'une solution aussi pertinente qu'unique au légitime besoin d'exister socialement tout en étudiant en fonction de sa propre motivation, à l'opposé du bourrage de crâne et de la loterie culturelle autant qu'éducative, si caractéristique d'un découpage de la vie pour le moins révolu, puisque l'impossibilité d'ingurgiter tous les savoirs et savoir-faire pendant la seule jeunesse se double de la nécessité d'ajuster constamment ses connaissances et compétences aux aléas d'une société humainement et technologiquement plus changeante que jamais. D'où l'intérêt de l'accès systématique aux responsabilités de l'âge adulte par l'application de la garantie citoyenne dès le lycée, en synchronisation judicieuse avec le début de la différenciation culturelle par le biais des études. De cette façon, l'égalité citoyenne minimale, à la fois matérielle et socio-culturelle, se trouvera installée et maintenue à chaque période de la vie des adultes, en promouvant en totale justice la responsabilité de chacun dans sa spécialisation initiale ou ultérieure, sans stress vital ni ligotage à vie de la liberté individuelle la plus légitime qui soit. Ainsi, les réflexions qui précèdent font comprendre à quel point les conditions socio-économiques sont déterminantes vis-à-vis du droit à l'éducation diversifiée que suppose la formation professionnelle, sitôt que l'on est en âge de devenir un adulte, et ce, bien au-delà du pis-aller habituel des bourses estudiantines, dont la gestion centralisée, les paliers aléatoires et l'assistanat sous-jacent encouragent maints abus de situation, maintes injustices envers ceux qui n'y ont pas droit, tandis que le fait même de percevoir de l'argent sans contrepartie ni universalité de situation ne fait que brouiller les cartes d'une structure nationale ingérable, sans contrôle local suffisamment rigoureux de la nature des besoins, de l'usage des aides, voire de la réalité des études. Une fois encore, la multiplication de procédures de soutien financier ou matériel, tout comme leur réservation à seulement certaines catégories de jeunes citoyens, ne constitue qu'une accumulation de rustines allocatives sans cohérence
ni fondement autre que l'impossible rattrapage d'une injustice systémique croissante. Le millefeuille administratif et la lourdeur réglementaire de ces pseudo-solutions parcellaires justifient la solution universalisante d'une garantie citoyenne assumée par chaque citoyen dès l'âge de 16 ans, ce qui semble d'autant plus réaliste que la participation correspondante ne requiert qu'un mi-temps par semaine ou autre équivalent, dont le contenu peut par ailleurs être directement lié à la spécialisation choisie, le cas échéant. Ainsi, la toute première condition d'accession à la liberté culturelle dans le cadre éducatif, en termes de choix d'orientation et de réorientation, n'est autre que socio-économique et matérielle, tant il est vrai que sans une égalité minimale et vitale dans cette dimension, on ne peut cultiver que la rancœur et l'inquiétude sur la faim et la soif d'un confort élémentaire par trop aléatoire. 3. Un réaménagement indispensable. Dans un cadre d'élodiste et bi-économique intégrant les jeunes en tant qu'adultes dès l'âge de 16 ans, il va de soi que toutes les formes d'éducation diversifiées devront évoluer simultanément pour se rendre compatibles avec les contraintes pratiques de la garantie citoyenne. Les activités afférentes endossées par les jeunes seront logiquement gérées par les lycées et les communes, au plus près des besoins collectifs autant que privés, voire en association entre ces deux secteurs, sachant d'autre part que les fonctions communales ou publiques serviront la cause de l'utilité sociétale la plus concrète et locale qui soit, en fournissant aux nouveaux citoyens, en guise d'utile complément éducatif, l'occasion de servir la société dans les tâches les plus adaptées, c'est-à-dire souvent simples et physiques au départ, compte tenu de leur inexpérience et de leur jeune santé. L'apprentissage de la vie commune sera d'autant plus profitable que chacun pourra se rendre égalitairement utile, quelles que soient ses compétences en devenir, tandis que la rotation des activités et la bonne graduation de leur complexité feront évoluer l'expérience de chaque lycéen ou étudiant, ouvrant toujours plus largement ses horizons par la multiplication de ses contacts humains, à la façon du parcours irremplaçable d'un jeune ingénieur se frottant aux diverses tâches d'un atelier avant même d'en prendre la responsabilité, pour n'en devenir que plus compétent et humain, s'agissant du respect de ses collaborateurs. À l'échelon local, l'aménagement incontournable du nouveau couple études garantie citoyenne pourra indifféremment s'affiner par journée, par semaine ou par période, sans pour autant réduire de trop les programmes couverts, aussi paradoxal que cela puisse paraître. En effet, s'agissant en particulier du lycée, les progrès induits par l'éducation commune préalable et sa réussite majoritaire de 90% à terme auront l'avantage de rendre inutiles les impossibles révisions de base bancale qui ralentissent indûment le rythme de progression en lycée, augmentant d'autant la productivité scolaire horaire, et ce, d'autant plus que les lycéens, dans leur écrasante majorité, seront beaucoup plus autonomes, motivés et attentifs qu'en contexte prétempérant. Il en résultera une précieuse économie de temps perdu en indiscipline et autres reprises en main professorale, ce qui, s'ajoutant à l'absence de besoin de réviser les bases du collège, compensera déjà l'essentiel du temps absorbé par les devoirs de la garantie citoyenne. Qui plus est, l'adéquation des élèves aux exigences du niveau correspondant à leur spécialisation sera plus que jamais maximisée par la conscience renforcée de chacun, au sortir du collège, face à ses véritables capacités à suivre telle ou telle filière, limitant d'autant le risque habituel de voir des lycéens se fourvoyer dans leur orientation et induisant ainsi la quasi-disparition des retardataires et autres touristes au sein de chaque groupe ou promotion. S'ajoutant aux effets si bénéfiques d'une éducation commune enfin devenue très majoritairement performante, l'allègement mesuré de la plupart des programmes constituera une économie de temps propre à rendre l'éducation diversifiée techniquement compatible avec le travail à mi-temps par semaine, voire équivalent, que supposeront les droits et devoirs de la garantie citoyenne. Car, outre les progrès qualitatifs déjà entrevus concernant l'économie des consolidations, l'amélioration de la productivité de l'apprentissage par la motivation et l'autodiscipline, ainsi que l'homogénéisation des classes par spécialité, le recentrage des programmes de spécialisation sur l'essentiel devrait limiter les risques de surcharge inutile liés à une sorte de surencyclopédisme. En effet,
résultant sans doute d'un pédagogocentrisme perfectionniste par lequel nombre d'enseignants ont hélas tendance à en rajouter bien plus que nécessaire, en allant trop vite eu égard aux capacités d'apprentissage de la majorité de leurs élèves. L'encyclopédisme scolaire suit l'évolution constante des savoirs en musclant toujours plus les programmes, sans réaménager en conséquence ni relativiser en volume les connaissances rendues inutiles ou obsolètes en termes de besoins, selon une tendance encouragée par l'ambition compétitive, abusive et indigeste des classes prépa et autres concours. C'est ainsi que dans de nombreuses filières, les lycéens et les étudiants subissent des enseignements d'une utilité plus que douteuse eu égard à leur objectif professionnel, si ce n'est en contenu, à tout le moins en termes de volume horaire, à la façon d'un abonnement limitant la liberté de choix d'un amateur de théâtre pour lui imposer quelque œuvre sans intérêt, visiblement choisie par et pour les seuls comédiens. Ici encore, l'acquisition des compétences utiles devrait prendre le pas sur l'accumulation des connaissances, tant il est devenu impossible de tout savoir sur un seul sujet d'envergure, et si facile de se documenter instantanément à tout moment en cas de besoin précis, à l'instar de tant de juristes s'inspirant du Dalloz, des médecins consultant leur Vidal, voire de tout citoyen sachant naviguer sur le web. Devant la pléthore d'informations éducatives ou professionnelles désormais accessibles à tous, il devient plus indispensable que jamais de savoir où et comment se documenter utilement. Tandis que l'évolution des technologies de communication permet déjà de réorganiser certains aspects de l'enseignement, suivant une tendance récemment accélérée par la pandémie du Covid-19 et la mise en place de relations éducatives en distanciel, dont les conséquences à long terme, encore largement controversées, n'en seront pas moins cruciales vis-à-vis de l'éducation. En tout état de cause, il importe ici de remarquer que trop de parcours de spécialisation sont inutilement alourdis lorsqu'il s'agit d'acquérir des savoir-faire professionnels, et qu'il est vain de prétendre former tous les lycéens ou étudiants à la maîtrise complète d'une élite très minoritaire, alors même que les conditions habituelles des métiers correspondants requièrent des compétences plus limitées, mais plus concrètes, lesquelles peuvent par ailleurs évoluer très efficacement via l'expérience, quitte à être dûment reconnues en tant que diplôme par validation des acquis de l'expérience, pour ne citer que cette formule française. Dans un cadre sociétal délodiste et bi-économique, devenu enfin tempérant, la possibilité concrète de se former, de se perfectionner ou de se réorienter tout au long d'une vie d'adulte relativisera grandement le besoin de se saturer précocement de connaissances superflues et, mieux encore, supprimera le risque de s'aliéner via un perfectionnisme et une monotonie professionnelle sclérosante, exception faite, naturellement, des métiers de très haute qualification aux fonctions créatives les plus pointues, s'agissant en particulier de recherche et développement, dans le sens culturel le plus élargi de ces termes. Il sera certes toujours utile de procéder au filtrage d'une forme d'élite intellectuelle ou scientifique grâce à des concours supposant des connaissances et des compétences aussi étendues ou spécialisées que possible, mais cela ne concernera jamais qu'une toute petite minorité de citoyens, inférieure à 10% de la population adulte, alors que jusqu'à présent, la variété et le volume des programmes imposés, du moins pour ce qui concerne le cas français, semblent ne correspondre qu'à cette proportion d'élèves ou d'étudiants anormalement favorisés par leurs aptitudes innées, au sens statistique, de l'anormalité. Autant l'éducation commune justifie la construction équitable d'une conscience culturelle et citoyenne universellement partagée, autant la spécialisation qui débute dès le lycée suppose de réduire au strict minimum nécessaire les programmes secondaires par rapport à l'axe principal choisi, sachant que l'essentiel de leurs apports, en termes d'ouverture d'esprit sans prétention de maîtrise active, peut se réduire à quelques heures judicieusement placées, le cas échéant. La suggestion ici faite revient à préconiser un équilibre plus proche de la solution des Britanniques, dont le système éducatif permet aux lycéens d'étudier le plus souvent seulement 3 matières spécialisées en vue du A-Level ou Advanced Level, équivalente au baccalauréat, avec l'avantage fort utile d'un approfondissement d'autant plus efficace des connaissances et des compétences concernées, mais non sans l'inconvénient symétrique d'un relatif rétrécissement culturel en ce qui concerne en particulier la culture générale indispensable à tout adulte. C'est pourquoi, selon le principe de tempérance,
La solution probable à ce dilemme devrait viser à établir un équilibre hybride entre les solutions éducatives françaises et britanniques, afin de ne pas trop sacrifier les connaissances encore incomplètes des lycéens sur l'autel d'un utilitarisme éducatif excessif. Les choix pédagogiques concernant les programmes sans cesse ajustés par l'évolution sociétale et le progrès des connaissances seront quoi qu'il en soit le résultat des préférences majoritaires pilotées par les enseignants spécialistes et autres experts en la matière. Mais force est de souligner ici que les programmes français gagneraient à être dégraissés dans des proportions assez sensibles pour diminuer d'autant le volume horaire des études, permettant, en plus des progrès qualitatifs précités, d'atteindre de meilleurs objectifs de formation tout en réduisant à 3 ou 4 journées par semaine les études lycéennes et universitaires. L'expérience des jeunes adultes encore apprenants s'en trouvera ainsi enrichie par la juste variété d'un travail parallèle à leurs études, dans le contexte enfin serein d'une sécurité socio-économique et matérielle inaltérable et généralisée. Sachant qu'en plus, les innombrables médias accessibles, eux-mêmes améliorés dans leur contenu via l'apaisement induit par une société devenue délodiste et bi-économique, conforteront une autonomisation de formation basée sur la libre volonté et les besoins évolutifs de chaque citoyen, au-delà même des visées professionnelles, à travers la profitable exacerbation d'une curiosité intellectuelle devenue insatiable à longueur de vie. Le réaménagement qualitatif et quantitatif des programmes et des horaires, dans le cadre du lycée comme des études supérieures, sera la traduction concrète de la double nature citoyenne ainsi acquise par les jeunes adultes concernés, au moment même où leur maturité, rendue déjà suffisante par l'éducation commune, leur permettra de choisir plus librement que jamais la filière adaptée à leurs compétences. Cela revient à dire que la condition simultanée de toute différenciation sociétalement réussie n'est autre que le partage d'une égalité minimale de statut socio-économique, en tant que fondation commune, à partir de laquelle chacun personnalise son unique trajectoire de vie de façon irremplaçable. D'où l'importance primordiale de la partition-répartition bi-économique et de l'endossement par chaque citoyen de tous les droits et devoirs afférents dès l'âge de 16 ans. Quel que soit le contenu pédagogique de la première année de lycée ou 16e année de vie, concluant en principe l'adolescence, le palier crucial correspondant, sur tout parcours individuel, doit donc être organisé et balisé par le système éducatif dans le but prioritaire d'une citoyennisation pleinement accomplie et assumée de gré ou de force, en complète responsabilité, par chaque jeune personne de 16 ans révolue. L'âge sans doute le plus déterminant pour articuler un devenir d'adulte réfléchi sur les émotions et comportements affectifs de l'enfance se situe précisément à ce terminus de l'adolescence, la première année de lycée, jouant le rôle d'une gare de correspondance offrant à chacun le carrefour de plusieurs destinations possibles, sans dramatisation vitale des enjeux, puisque, sitôt ce cap franchi, chaque lycéen ou étudiant se trouvera intégré à la dimension socio-économique égalitaire et minimale unissant tous les adultes d'une même société devenue républicaine et démocratique. Dans ces conditions de justice systémique explicitement formulées et réalisées, la quasi-totalité des jeunes s'intégreront de plein gré aux conditions équilibrées de la garantie citoyenne, tandis qu'en toute légitimité, les éventuels récalcitrants se verront forcés d'assumer leur existence sociétale sous contrôle direct et local, voire, dans le pire des cas, de quitter l'espace de la liberté commune, soit sur le territoire de la République, en étant pris en charge aux frais de leur travail et isolés le cas échéant, soit hors frontières, s'ils préfèrent l'auto-exil au respect des principes démocratiques assurant à tous la paix et l'équité. Car seule une autorité commune juste, nécessairement délodiste et bi-économique, peut se permettre d'être exigeante et inflexible en totale légitimité. Enfin, il paraît indispensable qu'à l'avenir, une forme de rituel républicain minimal permette d'officialiser l'entrée des jeunes dans la communauté des adultes, en lieu et place d'une automaticité de principes rendus jusqu'à présent invisibles et sans teneur psychologique positive par l'impossibilité prolongée de s'assumer en tant que citoyen étudiant, parfois jusque vers l'âge de 30 ans. 4. De la citoyennisation éducative à la spécialisation. Sitôt fêté le 16e anniversaire, et en correspondance logique
avec une double nature citoyenne fraîchement acquise, dont le versant proprement individuel s'émancipe de facto de l'entière dépendance vis-à-vis des adultes ayant accompagné et programmé les éducations familiales et communes, le processus de citoyennisation, via l'emploi minimal et l'apprentissage du travail qui en découle, se double d'un processus de spécialisation, donc de sélection et d'évaluation, lequel pourra dûment se démocratiser en parfaite transparence majoritaire, y compris, comme déjà mentionné, concernant la définition des filières et programmes. L'égalité de conditions socio-économiques minimales étant assurée par la participation des nouveaux adultes aux droits et devoirs de la garantie citoyenne et de son revenu universel, il reviendra donc à chaque lycéen ou étudiant de tracer son propre chemin éducatif en vue d'une spécialisation professionnelle toujours souhaitable, sachant qu'à terme, la future société délodiste et bi-économique offrira les meilleures conditions de formation préalable et de liberté de choix en la matière. Les jeunes adultes les moins motivés, voire les moins aptes, pour les multiples raisons économiques et culturelles résultant principalement de l'injustice sociale, deviendront dès lors de moins en moins nombreux et seront tout autant intégrés à la communauté républicaine via un emploi compensatoire ou service citoyen, en leur qualité de citoyens minimal, moyennant la privation de la portion de liberté concernant le choix et les conditions de leur participation active locale, en travaillant dès lors sous l'autorité communale, à défaut d'être employés par le secteur privé. Les filières, programmes et modes d'évaluation-sélection seront établis par les spécialistes responsables en accord avec la majorité des enseignants concernés, ce qui aura pour effet de tempérer les excès et autres risques dérivant de tout centralisme déconnecté du terrain, voire de l'inconscience des contraintes réelles, souvent typiques des élites et autres décideurs pédagogiques trop érudits ou surdoués, tandis que les sélections opérées via les nécessaires examens et concours deviendront socialement et culturellement aussi justes que légitimes, selon le bon principe du mérite personnel de chacun, résultat du panachage de dons éventuels et de travail certain. Sur la base d'une éducation commune, de plus en plus égalitaire, et de son prolongement socio-économique par la citoyenneté du travail ou de l'emploi minimal, chacun deviendra libre et responsable de son parcours éducatif, avec les moyens les plus complets possibles pour poursuivre sa construction individuelle, et dès lors, toutes les différenciations observables concernant les contenus éducatifs et les niveaux atteints ne seront que le résultat juste et légitime du mérite de chacun, via une authentique liberté individuelle assumant intégralement ses conséquences. Ainsi, et particulièrement grâce à l'égalité socio-économique de la garantie citoyenne et à l'autonomie qui en découlera, les différences de qualification seront la traduction du mérite responsable de chaque citoyen, en particulier lors de ses études secondaires et supérieures, le cas échéant, légitimant en conséquence toutes les différences de salaire et d'enrichissement propres à l'aventure de chaque nouvelle génération, mais seulement au-delà du revenu universel et de toutes ses obligations de contribution sociétale. La méritologie, qui participe grandement à l'efficacité de toute société, sans pour autant justifier en aucune façon la moindre supériorité d'ordre politique que prône la seule méritocratie, deviendra effective et légitime en tant que stratification fonctionnelle, tant publique que privée, des communautés démocratiques de l'avenir, justifiant historiquement les différences de salaire et autres revenus, en fonction des limites en vigueur au sein des deux secteurs sociétaux, lesdites limites étant principalement définies par les us et coutumes d'un marché devenu par ailleurs toujours plus tempérant, c'est-à-dire dûment hiérarchique, mais sans plus aucune surdomination ou violence vitale. Telles sont les seules solutions possibles, à la fois scolaires et socio-économiques, pour rendre toute éducation diversifiée enfin juste et démocratique, grâce à un minimum de conditions égalitaires d'ordre culturel et matériel. Or, cette application du délodisme bi-économique dès l'âge de 16 ans, tout autre système ne peut qu'aggraver les écarts socio-culturels entre des pseudo-citoyens dès lors séparés d'avance en classes supérieures et inférieures sur des critères de discrimination de plus en plus injustes au fil du temps, contraignant tous les enseignants à reproduire des inégalités croissantes à chaque nouvelle génération. Quelles que soient les options évolutives des contenus et modes d'évaluation désormais plus librement choisis par la majorité de tous les enseignants concernés,
Les examens et autres concours d'entrée ou de recrutement auront les meilleures chances d'être ajustés au plus près des besoins sociétaux du moment, sans avoir recours à la solution en tout point démagogique de la discrimination positive en guise de pseudo-charité éducative aussi condescendante qu'insultante. Car ce genre de pratique, à l'instar de la baisse constante des exigences les plus utiles via la surnotation, n'aura plus aucune raison de perdurer au sein d'une société devenue enfin culturellement démocratique, jusqu'au terme de son éducation diversifiée. C'est en effet à travers une telle révolution culturelle que la liberté de se former prendra tout son sens en tant que saine émulation sur fond de justice pédagogique et socio-économique minimale et effective, concrétisant ainsi la responsabilisation de chaque nouveau citoyen en toute conscience de ses droits et devoirs, avec en prime la pacification généralisée des rapports éducatifs et la promotion constante de toujours plus d'autodiscipline et de respect mutuel entre enseignants et apprenants. C'est donc bien en faisant sauter une bonne fois pour toutes le verrou historique des inégalités socio-économiques vitales, et ce, dès l'âge de 16 ans, que les conditions culturelles et éducatives de la paix et de la justice seront enfin réunies, ouvrant la voie au vrai bonheur d'apprendre et de se dépasser sans écraser ni stigmatiser quiconque, à l'opposé de l'usine à stress qu'est l'éducation nationale française d'aujourd'hui, par la faute de laquelle professeurs et élèves enseignent et étudient respectivement avec la boule au ventre, dans un climat délétère d'inefficacité, de défiance et de violence, devenu peu à peu ingérable. Tous les acteurs du théâtre éducatif attendent le nouveau script d'une pièce équilibrée, propre à leur laisser enfin choisir le rôle qui leur convient, en évitant le trac permanent que suscite la précarisation qui dérive en fait de l'injustice sociétale monosystémique déjà amplement dénoncée, afin d'interpréter autre chose qu'un drame sociétal indûment reproduit, le paradoxe étant que c'est par l'équilibrage systémique du cadre extérieur et socio-économique que les conditions d'éducation et d'apprentissage seront enfin optimisées pour chaque apprenant citoyen, y compris concernant les programmes et autres finalités de l'éducation diversifiée. Cela corrobore en tout point les observations concernant les cadres préalables de la vie familiale, de l'école primaire et du collège, dont la dépendance directe vis-à-vis des contraintes matérielles et socio-économiques ne fait aucun doute pour quiconque, soulignant au passage l'assainissement sociétal que pourra seul garantir l'avènement prochain d'une société délodiste et bi-économique. 5. De la spécialisation au métier. Dans un cadre à ce point apaisé par la justice systémique d'une démocratie éducative rendue effective et compatible avec des principes jusqu'à présent affichés sous forme de vœux pieux, la spécialisation de chacun prendra tout son sens de libre orientation, définissant une utile hiérarchie de formation, de diplômes et de métiers ou fonctions dont le nécessaire classement n'affectera plus l'identité citoyenne minimale et vitale de qui que ce soit, permettant à chaque citoyen de mériter son sort socio-économique en pleine légitimité et responsabilité, moyennant une égale proportion minutaire d'éco-participation à la garantie citoyenne, telle que déjà prédéfinie au cours du livre 2 des Tempérants, par la prise en compte du minimopti maximum de 50% brut des salaires ou autres revenus dans le calcul de partition-répartition entre les citoyens d'une république enfin digne de ce nom. Il est dès lors facile d'imaginer l'apaisement du contexte éducatif et l'effet on ne peut plus positif qu'induira une telle justice sur la vie des lycéens, étudiants et enseignants, puisque la qualité de la vie scolaire ou estudiantine, la proportion majoritaire de réussite authentique et même la confiance du contact pédagogique de la transmission seront boostés par l'effet systémique des structures délodistes et bi-économiques, avec pour conséquence la stimulation des citoyens à épanouir leur potentiel culturel et professionnel jusqu'aux limites de leurs capacités. De facto, la place de chaque citoyen dans la société correspondra toujours plus à son véritable mérite, et un heureux effet d'entraînement, encouragé par une élévation constante du niveau général de la population en termes de connaissances et de compétences, remplacera l'appauvrissement culturel et éducatif massif si caractéristique des monosystèmes décadents. S'agissant aussi des programmes que supposent les processus de spécialisation dans l'optique d'un diplôme ou d'un emploi sur concours,
le contenu des études supérieures évoluera, non seulement en termes de volume horaire, d'étalement dans le temps, de rythme ou de période en fonction des contraintes minimales de la garantie citoyenne, mais plus encore en différenciant enfin efficacement les filières d'excellence des autres formations professionnelles. Dans la mesure où trop de parcours à finalité d'emploi plus ou moins modestes se trouvent encombrés de programmes sans intérêt véritable vis-à-vis de l'objectif professionnel et des conditions réelles du métier ensuite exercé, comme si ces obstacles n'étaient là que pour sélectionner sur des critères parfois aussi inutiles qu'injustes. Ici encore, une tendance encyclopédiste et inutilement détailliste décourage et finit par exclure de nombreux candidats, étudiants et autres stagiaires sans raison valable, que cela concerne certains chapitres des programmes, certaines contraintes formelles de méthode, voire la façon dont telle ou telle spécialité est enseignée, alors que lesdits exclus se révéleraient tout à fait aptes à accomplir le métier visé s'ils n'échouaient pas à cause de matières visiblement accessoires. D'où l'intérêt d'insister sur l'apprentissage, a fortiori sitôt qu'il s'agit de tâches ou de métiers d'exécution, lesquels peuvent plus facilement évoluer par l'expérience. À l'inverse, l'hyperspécialisation et ou l'acquisition d'un maximum de connaissances seront toujours l'apanage des filières dites d'excellence, pour des métiers dès lors très recherchés et rémunérés à hauteur de leur rareté ou de leur utilité particulière, la différence d'élodiste promettant à terme un égal accès à ces situations de supériorité fonctionnelle sur la seule base du mérite personnel de chacun, sans la moindre injustice de nature socio-économico-culturelle vitale. Par ailleurs, l'évolution accélérée des techniques et des métiers de plus en plus diversifiés que visent les études spécialisées, désormais observables sur une échelle planétaire, a pour effet de transformer les conditions pratiques de presque tous les emplois, au point que les études préalables au diplôme se trouvent sans cesse remises en cause, ce qui relativise de plus en plus la pertinence professionnelle des formations initiales, au profit d'une formation permanente ou continue beaucoup plus souple et d'autant plus indispensable qu'il devient rare de pratiquer le même métier à longueur de vie. Le progrès technologique, les aléas de marché privés par définition imprévisibles, ainsi que l'évolution des mentalités de nombreux salariés ou employés de plus en plus désireux de changer de contexte, parfois même à plusieurs reprises, sont autant de facteurs propres à réduire l'aspect définitif de la spécialisation initiale, confirmant tout l'intérêt de la solution bi-économique, puisque la double vie garantie aux futurs citoyens d'élodistes leur permettra de se former en parallèle à leur carrière en cours, facilitant d'autant la libre réorientation de cette dernière, une fois encore sans risque vital, pour ainsi accéder à de nouvelles professions ou à des niveaux supérieurs de responsabilité. La spécialisation des études et les piqûres de rappel éventuelles des mises à jour professionnelles, ainsi que le droit de procéder à une réorientation tout au long d'une vie d'adulte actif, ne pourront que lisser les besoins de formation continue de façon plus équilibrée et moins anxiogène, au gré d'opportunités et d'un esprit d'entreprise accessible au plus grand nombre, permettant à chacun, et pour la première fois dans l'histoire, d'adapter ses activités de façon à les rendre compatibles avec chaque période de sa vie personnelle, selon une modulation choisie entre le temps et l'argent, condition sine qua non d'une liberté accrue au fil d'une croissance ainsi constamment finalisée en progrès social. Au lieu de se saturer de connaissances devenues discriminatoires à force d'être inutilement complexifiées, les étudiants et autres stagiaires actifs pourront donc s'investir dans leurs efforts de promotion sociale plus efficacement que par le passé, en particulier concernant les métiers les plus simples, routiniers et nombreux, en remplaçant autant que faire se peut les enseignements théoriques par l'apprentissage le plus pratique qui soit, le plus souvent en relation directe avec leur emploi ainsi rendu évolutif. Déjà adultes depuis le lycée, les étudiants seront tous à même de financer leur spécialisation grâce au revenu universel, en pouvant même économiser un budget en vue de quelque investissement ou autre projet personnel pour peu qu'ils soient partiellement soutenus par leur famille. Et de ce simple fait, leur entrée dans la vie active s'accomplira en douceur, sans aucune rupture psychologique ni aucun risque de décrochage indu, à l'opposé de la triste situation de précarité prolongée que beaucoup d'entre eux subissent encore. Loin d'être ressentie comme une obligation stressante, l'idée même de formation continue
se verra positivement connoté en tant que meilleur moyen de faire évoluer son devenir personnel et la situation socio-économique qui va de pair. 6. Service public ou marché privé. L'évolution historique des contextes de l'éducation révèle à sa façon la dualité-complémentarité des secteurs publics et privés propres à la moindre société culturellement développée et socialement hiérarchisée, selon une forme d'équilibrage intersectoriel toujours instable, suivant la tendance de chaque époque, et malgré l'équivalence de fait que sous-entend la loi de l'équilibre bisphérique tendanciel. De quelque façon que ce soit, les besoins éducatifs d'une société s'organisent en pratique sous forme de services publics et ou de marchés privés, tandis que le dosage correspondant dépend du contexte sociétal dominant, à défaut de toute préférence majoritairement exprimée jusqu'à présent. En effet, et à l'exemple de ce qui a été remarqué au chapitre 3 concernant l'éducation commune, les enseignements et apprentissages propres à l'éducation diversifiée peuvent se concrétiser au travers d'un service universel collectivement pris en charge par l'administration ou par le biais d'établissements privés, tandis que toutes les configurations de mixage et de nécessaire collaboration sont possibles entre l'État ou les collectivités territoriales et les libres entreprises éducatives, que ces dernières soient associatives ou non. En tout état de cause, cette double réalité répond à un besoin apparemment justifié par l'histoire, et il n'est guère surprenant, sur un terrain aussi essentiel que l'éducation, qu'un besoin de liberté d'initiative, à la fois locale et privée, se fasse ressentir aussi fortement que celui d'une égalité minimale, a fortiori concernant les diverses filières de spécialisation succédant au socle commun des savoirs et savoir-faire les plus indispensables. Dès lors, chaque société humaine improvise sa propre recette concernant l'équilibre intersectoriel de ses nécessités éducatives, sur une base pouvant aller du choix concurrentiel à la stricte complémentarité, sous la houlette de gouvernants le plus souvent minoritaires et surtout plus ou moins favorables aux services publics ou au marché privé. À cet effet, l'ultralibéralisme encore en vogue à ce jour se caractérise par la quasi-destruction programmée de la plupart des universités publiques, via les restrictions budgétaires en particulier, au seul profit de structures privées toujours plus nombreuses et variées, lesquelles bénéficient de subventions copieuses, entre autres formes de soutien logistique, autant qu'institutionnel ou réglementaire. Cette évolution apparente revêt un double aspect. D'abord en tant que choix idéologique, allant à l'encontre d'une certaine forme d'indépendance ou d'insoumission intellectuelle plutôt typique des services publics, mais aussi en tant que préférence assumée pour la souplesse concurrentielle, l'utilité et l'efficacité accrues caractérisant souvent les établissements privés ou semi-publics. Dans le contexte toujours plus libéral et globalisé d'aujourd'hui, cette évolution vers la privatisation est aussi le résultat de la véritable marchandisation de l'éducation à l'œuvre, en partie tout à fait justifiée par le besoin de promouvoir des études supérieures débouchant sur des métiers non saturés en termes d'offres d'emploi, grâce à une réactivité censée être optimale et en lien plus direct avec les entreprises et autres pourvoyeurs de débouchés professionnels, mais dont les conséquences sociétales ne font qu'aggraver les injustices éducatives déjà largement creusées de l'école primaire jusqu'au lycée en passant par le collège. En ce sens, les universités publiques françaises deviennent, malgré elles, une voie de garage en forme d'impasse éducative et professionnelle pour la majorité des étudiants, en raison de l'absence de filtrage opérationnel des niveaux d'entrée depuis l'effondrement qualitatif du baccalauréat, sauf pour une minorité constamment décroissante de candidats à la fois aptes et motivés pour accéder à telle ou telle carrière d'enseignement ou de recherche. Or, l'exception des IUT et des grandes écoles forçait d'observer que les établissements privés semblent compenser l'échec des universités traditionnelles, tandis que la responsabilité de ce fiasco tient principalement aux décideurs politiques, mais aussi, hélas pour une bonne partie, aux universitaires eux-mêmes. Du point de vue d'élodiste, le résultat sociétal d'une telle évolution corrobore les observations déjà faites concernant l'éducation commune, non sans souligner plus encore ici les injustices de conditions d'éducation supérieure et professionnelle que l'absence d'intégration socio-économique minimale et universelle entretient. D'où la jungle actuelle des parcours éducatifs du supérieur,
dans laquelle la précarisation croissante de la majorité des étudiants multiplie les soucis au point de démotiver jusqu'à l'échec ou fait perdre de précieuses années en filière entamée puis inachevée, tandis que trop d'études dûment complétées jusqu'au diplôme se concluent par des débouchés professionnels toujours plus incertains et très inférieurs au niveau de qualification théoriquement atteint. Face à ce vaste gâchis, il apparaît plus que certain qu'une société délodiste et bi-économique offrira la meilleure solution possible, puisque chaque étudiant sera déjà un citoyen actif, sûr de vivre décemment de son travail socialement garanti, tout en pouvant investir la majeure partie de son temps libre sur ses études. Devenus tous automatiquement boursiers dans les mêmes conditions, les jeunes adultes ne continueront à se former qu'en fonction de leur propre volonté et responsabilité, sans que les parcours de ceux qui sont réellement motivés soient pollués par la présence de profiteurs passifs et autres squatteurs de l'éducation, ni ralentis par trop d'étudiants retardataires, grâce au préfiltrage d'un bac et d'examens d'entrée redevenus pertinents. Il n'y aura plus aucune raison de faire perdurer l'hypocrisie universitaire des études prétextes, dans la mesure où l'égalité minimale de conditions de vie et de travail filtrera spontanément les citoyens selon qu'ils seront volontaires ou paresseux, motivés ou non, tandis que le tri correspondant, enfin basé sur le seul mérite, se verra qualitativement favorisé par une éducation commune et diversifiée, assurant la réussite majoritaire maximale. C'est dans ce cadre des études supérieures et de la spécialisation, mais aussi, bien au-delà, via la facilitation d'une formation continue et d'une réorientation toujours possible, que les conditions sociétales d'un système délodiste et bi-économique produiront leurs plus beaux fruits en termes d'épanouissement humain, tant individuel que collectif, ce qui aura pour conséquence inéluctable d'équilibrer l'éducation diversifiée, quels que soient les choix collectifs et les initiatives privées des sociétés concernées. En effet, s'agissant ici du cadre légal ou institutionnel du système éducatif supérieur, l'avènement du choix majoritaire que seule la solution délodiste peut garantir et légitimer permettra aux citoyens de définir en toute conscience leur propre panachage entre services publics et marchés privés de l'éducation ou de la formation professionnelle, dès lors en fonction de l'intérêt général et de l'efficacité pratique, dessinant en conséquence un système forcément plus juste que la jungle éducative actuelle, laquelle ne profite qu'à la même minorité d'une génération à la suivante, creusant un fossé socio-culturel chaque fois plus abyssal. Comme dans maint domaine d'utilité publique universelle, et concernant ici tant l'éducation diversifiée que la formation continue, les futurs citoyens délodistes auront les moyens de rendre l'intérêt collectif et égalitaire prioritaire sur toute différenciation secondaire justifiée, ce qui n'empêchera nullement de continuer de confier de très nombreuses formations aux établissements privés, sous condition de strict contrôle des contenus et des validations, ou de mettre en concurrence le public et le privé, le cas échéant. Dans la mesure où les futurs choix seront le fruit d'une majorité citoyenne enfin effective, l'intérêt général de l'égalité minimale ne pourra qu'être préservé de bout en bout en termes d'accès aux études et carrières sur la seule base du mérite, des compétences et des résultats de l'ensemble des étudiants et apprentis concernés. Ainsi, le paysage éducatif s'équilibrera-t-il au mieux entre les offres publiques et privées, au lieu de s'hyper-privatiser comme c'est aujourd'hui le cas, via la marchandisation abusive des études secondaires et supérieures. Les futures majorités citoyennes auront la liberté collective de faire évoluer les diverses structures éducatives et leurs programmes en fonction des besoins sociétaux de chaque période, en s'assurant avant tout de préserver l'égalité des chances en matière d'accès aux multiples formations supérieures et continues, sans biais socio-culturel indu, selon le panachage public-privé qui leur semblera le plus approprié, lequel deviendra toujours plus performant, c'est-à-dire sociologiquement plus ouvert ou inclusif, au fil des promotions de diplômés. Cette évolution tempérante sera favorisée par la décentralisation et la déconcentration qui iront de pair avec la reprise en main départementale des initiatives en matière d'études supérieures et de formation professionnelle, en correspondance avec le localisme et l'autonomie nécessaires pour faire face aux besoins de tel ou tel bassin d'emploi, au gré des spécialités traditionnelles ou innovantes de chaque territoire de la République.
Sans aucunement préjuger des futures préférences citoyennes, on peut ici parier à coup sûr que le néocadre délodiste des prises de décision en matière d'éducation adulte introduira une justice inexistante à ce jour, laquelle sera rendue plus évidente encore par les avantages qualitatifs de la réussite majoritaire, associés à des niveaux de résultats toujours plus élevés, et promouvant ainsi la satisfaction des besoins et des ambitions professionnelles d'un nombre croissant de citoyens adultes au sein d'un environnement sociétal d'autant plus apaisé par la même occasion. Par leur dimension principalement locale et départementale, et qu'ils soient privés ou publics, les futurs établissements de formation ou d'études supérieures joueront leur plein rôle éducatif et sélectif sur la seule base des critères de connaissance et de compétences, sans plus se voir détournés de leur vocation de principe par la réalité biaisée de l'injustice éducative, via la reproduction culturelle des inégalités sous domination minoritaire. Mais ce changement de nature sans précédent, induit par les nouveaux paradigmes tempérants, ne sera rendu possible que par l'adoption du cadre bi-économique de l'égalité minimale, en tant que processus d'intégration citoyenne de chacune et chacun dès l'âge de 16 ans. En associant définitivement ces deux conditions sociétales, les humains de l'avenir pourront profiter d'un paysage éducatif pacifié, apte à répondre à toutes leurs attentes pour faire face aux défis évolutifs des formations lycéennes, supérieures et professionnelles, dans le plus grand respect possible des principes républicains de l'égalité minimale et de la liberté responsable. Ainsi peut-on constater que la démocratie éducative ne saurait être que la conséquence logique et apaisée de son équivalent socio-économique d'équilibéralisme tempérant, via la double recette du délodisme bi-économique. Mai 2021.